Les aventures de Pinocchio par Carlo Collodi. Chapitre 22. Pinocchio démasque les voleurs de poules. Pour sa récompense, il recouvre la liberté. Il y avait plus de 2 heures qu'il dormait à point fermé dans la niche quand, vers minuit, Pinocchio fut réveillé par des murmures et des chuchotis paraissant venir de la cour. Ces voix avaient d'étranges intonations. Il pointa son nez dehors et vit un attroupement de 4 animaux au pelage sombre. On aurait dit des chats, mais ces chats en réalité étaient des fouines, bêtes carnivores particulièrement friands de d'œufs et de jeunes poulets. L'une des fouines, quittant ses compagnes, s'approcha de la niche et dit à mi-voix : « Bonsoir, Melampo. »« Je ne suis pas Melampo, » répondit la marionnette. « Qui donc es-tu ? » ?»« Je m'appelle Pinocchio. »« Et que fais-tu là ? » ?»« Je fais le chien de garde. »« Et Melampo, où est-il ? Où est le vieux chien qui habitait dans cette niche ? » ?»« Il est mort ce matin. »« Mort, pauvre bête, il était si bon. Mais, à bien te regarder, toi aussi tu me sembles être un chien tout à fait aimable. »« Navré, mais moi je ne suis pas un chien. »« Qu'es-tu alors ? Une marionnette ? Et tu fais le chien de garde ? » ?»« Malheureusement oui, c'est ma punition. »« Bon, dans ce cas, je te propose que nous reconduisions les accords que j'avais avec Melampo. Cela me conviendrait parfaitement. » »« De quel accord s'agit-il ? » ?»« Voilà, nous viendrons 1 fois par semaine, comme par le passé, visiter le poulailler, dont nous prélèverons 8 volailles. 7 seront pour nous, et nous te donnerons la 8e. Mais entendons-nous bien, à condition que tu t'engages à faire semblant de dormir, et que ne te vienne pas la fantaisie d'aboyer et de réveiller le fermier. » »« C'est ce que faisait Melampo, » s'étonna Pinocchio. « Exactement. Et avec Melampo, il n'y a jamais eu le moindre problème. Donc, tu dors tranquillement, et tu peux être sûr qu'avant de partir, nous te laisserons un beau poulet tout plumé pour ton repas du lendemain. Nous nous comprenons, n'est-ce pas ? Que trop bien !» La réponse de Pinocchio était accompagnée d'un hochement de tête, un brin menaçant, comme s'il voulut dire « On reparlera de tout cela bientôt. » Les 4 fouines, désormais rassurées, se dirigèrent alors vers le poulailler, qui était tout près de la niche du chien, et, attaquant la porte à coups de griffes et de dents, se faufilèrent l'une après l'autre à l'intérieur. Mais à peine étaient-elles entrées qu'elles entendirent se refermer violemment la porte. C'était Pinocchio qui venait de les enfermer, et, non content d'avoir repoussé la porte du poulailler, il la bloqua avec une grosse pierre. Puis il se mit à aboyer, exactement comme l'aurait fait un vrai chien de garde. Les aboiements réveillèrent le paysan, qui sauta du lit, prit son fusil et se pencha à la fenêtre. « Qu'est-ce qui se passe ? » cria-t-il. « Les voleurs de poules sont là, » répondit Pinocchio. « Là, où ? Dans le poulailler ? J'arrive tout de suite. » Effectivement, le fermier fut dans la cour en un rien de temps. Il entra dans le poulailler, attrapa les fouines qu'il fourra dans un sac et leur dit : « Enfin, je vous ai attrapés. Je pourrais vous punir moi-même, mais je ne suis pas aussi mauvais. Je me contenterai de vous donner demain à l'aubergiste du village voisin. Après vous avoir dépecé, il vous cuisinera comme du gibier. C'est un honneur que vous ne méritez pas, mais les hommes généreux, comme moi, ne s'arrêtent pas à ce genre de détails. » Puis, s'approchant de Pinocchio, le paysan lui prodigua moult signes de tendresse et lui demanda : « Comment as-tu fait pour déjouer les manigances de ces 4 larronnes, quand je pense que mon fidèle Melampo, lui, ne s'est jamais aperçu de rien ?» Pinocchio aurait pu alors raconter ce qu'il savait sur le honteux pacte qui liait son chien aux fouines. Il n'en fit rien. Se rappelant que Melampo était mort, il se dit : « Pourquoi accuser les morts ? Les morts sont morts, et la meilleure chose à faire est de les laisser reposer en paix. » « Quand les fouines sont arrivées, tu étais réveillé ou tu dormais ? » lui demanda encore le fermier. « Je dormais, mais les fouines m'ont réveillé avec leur bavardage. L'une d'elles est même venue me dire que si je promettais de ne pas aboyer pour ne pas vous réveiller, j'aurais droit à un beau poulet tout préparé. Vous vous rendez compte ? Avoir le culot de me faire, à moi, une telle proposition ? Je suis une marionnette, certes, pleine de défauts, mais jamais je n'accepterai d'être la complice de malhonnêtes gens. »« Bravo, mon gars !» s'exclama le paysan, en donnant à Pinocchio une tape amicale sur l'épaule. «
De tels sentiments te font honneur. Pour te prouver ma satisfaction, je te rends ta liberté, tu peux rentrer chez toi. » Et il lui ôta le collier pour chien. Les aventures de Pinocchio, par Carlo Collodi. Chapitre 23. Pinocchio pleure la mort de la jolie fillette aux cheveux bleu nuit. Puis, il rencontre un pigeon qui l'emmène au bord de la mer. Là, il se jette à l'eau pour sauver son papa Geppetto. Dès qu'il fut débarrassé de l'humiliant et inconfortable collier qui lui serrait le cou, Pinocchio reprit sa course à travers les champs jusqu'à ce qu'il eût rejoint la route qui conduisait chez la fée. Arrivant sur la route, il se retourna pour regarder la plaine qui s'étendait au-dessous de lui. Il distingua fort bien le bois où il avait eu le malheur de croiser le renard et le chat, et même, dominant les autres arbres, la cime du grand chêne où il fut pendu. Mais il eut beau scruter le paysage dans tous les sens, il ne parvenait pas à trouver la maisonnette de la fillette aux cheveux bleu nuit. Il eut alors un horrible pressentiment, et fit appel à toutes les forces qui lui restaient pour atteindre en quelques minutes la clairière où aurait dû se trouver la petite maison blanche. Mais il n'y avait plus de maison. Il n'y avait qu'un modeste bloc de marbre sur lequel étaient gravés, en caractères d'imprimerie, ces tristes mots. Sigie, la fillette aux cheveux bleus, morte de chagrin, après avoir été abandonnée par son petit frère Pinocchio. Ce que ressentit Pinocchio quand il eut déchiffré tant bien que mal cette inscription, je vous laisse l'imaginer. Il se jeta à terre et couvrit de baisers la pierre tombale tout en éclatant en sanglots. Il pleura la nuit entière. Au lever du jour, il pleurait encore. Il pleura tant et tant que ses yeux n'avaient plus de larmes. Alentour, les collines avoisinantes renvoyaient l'écho de ses cris stridents et ses lamentations déchirantes. « Oh ma petite fée, pourquoi es-tu morte ? Pourquoi toi et pas moi ? Moi qui suis si méchant alors que toi tu étais si bonne. Et mon papa, qu'est-il devenu ? Oh ma petite fée, dis-moi où je pourrai le retrouver, car je veux rester avec lui pour toujours, ne plus jamais le quitter, jamais, jamais. Oh petite fée, dis-moi que ce n'est pas vrai, que tu n'es pas morte. Si vraiment tu m'aimes, si tu aimes ton petit frère, alors renais, sois vivante, comme avant. Cela ne te fait rien de me voir abandonnée de tous ? Si les bandits revenaient et me pendaient encore à la branche d'un arbre, cette fois je mourrais pour de bon. Que veux-tu que je fasse toute seule dans ce vaste monde ? Maintenant que j'ai perdu mon papa, qui va me donner à manger ? Et la nuit, où pourrais-je dormir ? Qui va me tailler de nouveaux vêtements ? Oh, ce serait mieux, 100 fois mieux, que je meure moi aussi. Oh oui, je veux mourir. Au comble du désespoir, il fit le geste de s'arracher les cheveux, mais ses cheveux étaient en bois. Il ne pouvait même pas y passer la main. À ce moment-là, passa très haut dans le ciel un gros pigeon qui, s'arrêtant un instant de battre des ailes, lui cria « Dis-moi, gamin, qu'est-ce que tu fais couché par terre ?»« Tu ne le vois donc pas, je pleure, » lui répondit Pinocchio, en levant la tête et en se frottant les yeux avec la manche de sa veste. « Dis-moi, » lui demanda encore le pigeon, « tu ne connaîtrais pas, par hasard, parmi tes amis, une marionnette ayant pour nom Pinocchio ?» La marionnette bondit sur ses pieds. « Pinocchio, tu as dit Pinocchio ? Mais Pinocchio, c'est moi !» Le pigeon descendit alors rapidement et vint se poser près de lui. Il était plus gros qu'un dindon. « Ainsi tu connaîtrais Geppetto ?» questionna le pigeon. « Si je le connais, mais c'est mon papa. Il t'a parlé de moi ? Tu me conduis vers lui ? Il est toujours vivant ? Par pitié, réponds-moi, est-ce qu'il est toujours vivant ?» Il y a 3 jours, il était sur une plage, au bord de la mer. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il se fabriquait une chaloupe pour traverser l'océan. Depuis plus de 4 mois, le pauvre homme te cherche partout, et comme il n'a pas réussi à te retrouver, il s'est mis dans la tête d'aller voir dans les lointaines contrées du Nouveau Monde. « Elle est loin cette plage ?» s'enquit Pinocchio d'une voix que l'anxiété rendait haletante. « Plus de 1000 kilomètres ! Oh, 1000 kilomètres ! Oh, pigeon, si je pouvais avoir des ailes comme toi !»« Si tu veux, je t'emmène. »« Mais comment ? À califourchon sur mon dos ? Tu es lourd ?»« Lourd, pas du tout. Je suis aussi léger qu'une feuille. » Sans s'attendre une minute de plus, Pinocchio sauta sur le dos du gros pigeon, mit une jambe de chaque côté comme un écuyer et lança joyeusement. «
Galope, galope, petit cheval, car je suis pressé d'arriver. » Le pigeon s'envola. Quelques instants plus tard, il volait tellement haut qu'il touchait presque les nuages. La marionnette eut alors la curiosité de regarder en bas, mais elle eut très peur et la tête lui tourna. Par crainte de tomber, elle entoura le plus étroitement possible de ses bras le cou de sa monture à plumes. Ils volèrent ainsi toute la journée. Vers le soir, le pigeon déclara « J'ai très soif. »« Et moi très faim », ajouta Pinocchio. « Arrêtons-nous quelques instants dans ce colombier. Après, on reprendra notre voyage et on arrivera à l'aube sur la plage. » Le colombier était désert, mais ils trouvèrent une bassine pleine d'eau, ainsi qu'un panier rempli de vestes. Pinocchio, normalement, ne pouvait pas souffrir ces herbes. À l'entendre, elles lui donnaient la nausée et lui retournaient l'estomac. Mais ce jour-là, il s'en empiffra. Quand il eut quasiment tout mangé, il se tourna vers le pigeon et lui dit « Je n'aurais jamais cru que les vestes fussent si bonnes. »« Mon garçon, lorsque la faim vous tenaille et qu'il n'y a rien d'autre à manger, même les vestes deviennent une nourriture exquise. La faim se moque bien des caprices de la gourmandise. » Leur repas hâtivement consommé, ils repartirent. Au petit matin, ils étaient sur la plage. Le pigeon déposa Pinocchio, s'envola immédiatement et disparut dans les airs, apparemment peu soucieux de s'entendre remercier pour sa bonne action. La plage était recouverte de gens qui criaient et gesticulaient en regardant la mer. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Pinocchio à une vieille femme. « Il se passe qu'un pauvre père, à la recherche de son fils, s'est embarqué pour tenter de le retrouver de l'autre côté de l'océan. Mais la mer est mauvaise aujourd'hui, et sa chaloupe risque de sombrer. »« Où est-elle, cette chaloupe ?»« Là-bas, juste au bout de mon doigt, » répondit la vieille femme en montrant une petite embarcation qui, vue de la plage, semblait une coque de noix contenant un homme minuscule. Pinocchio scruta la surface de l'océan, et après avoir regardé très attentivement, hurla « C'est mon papa, c'est mon papa !» Ballottée par les ondes en furie, la petite embarcation disparaissait comme avalée par les énormes vagues, puis réapparaissait. Pinocchio, debout sur un rocher élevé, n'en finissait pas d'appeler son papa et de lui envoyer des signaux en agitant les bras, son mouchoir et même son bonnet. Geppetto, pourtant loin de la côte, semblait avoir reconnu son enfant. Lui aussi faisait des signes avec son béret, et par geste tentait d'expliquer qu'il aurait bien volontiers fait marche arrière, mais que la mer déchaînée l'empêchait de se servir de ses rames et de se rapprocher de la terre. Soudain, une vague énorme le submergea, et la chaloupe disparut. On attendit vainement que l'embarcation refasse surface. « Pauvre homme !» dirent les pêcheurs rassemblés sur la plage. Et, marmonnant à voix basse une prière, ils se décidèrent à rentrer chez eux. C'est alors qu'ils entendirent un hurlement désespéré. Se retournant, ils virent un jeune garçon qui, du haut d'un rocher, se jetait dans la mer tout en criant « Je vais sauver mon papa !» Puisqu'il était en bois, Pinocchio flottait facilement. De plus, il nageait comme un poisson. Longtemps, on put voir une jambe ou un bras de la marionnette apparaître et disparaître dans les flots, de plus en plus loin de la côte. À la fin, on ne vit plus rien du tout. « Pauvres garçons !» soupirèrent les pêcheurs, et ils rentrèrent chez eux en marmonnant une prière. Les aventures de Pinocchio, par Carlo Collodi. Chapitre 24. Pinocchio arrive dans une île appelée île des abeilles industrieuses et retrouve la fée. La marionnette, dans l'espoir d'arriver à temps pour sauver son pauvre père, nagea toute la nuit. Et quelle horrible nuit il passa. Le tonnerre grondait avec fracas. Il tombait des trombes d'eau et même de la grêle, des éclairs éclairaient le ciel comme s'il faisait jour. Au petit matin, Pinocchio entrevit non loin de lui une longue bande de terre qui émergeait de la mer. Dès lors, il mobilisa toutes ses forces pour arriver jusque-là. Mais en vain. Il faisait du surplace ballotté comme une vulgaire brindille par le flux et le reflux des flots déchaînés. Surgit heureusement pour lui une vague encore plus impétueuse que les autres, qui le catapulta sans ménagement sur le sable du rivage. Sa chute fut si violente que toutes ses côtes et toutes ses jointures craquèrent. Il se consola immédiatement en remarquant « Ouf, cette fois encore je l'ai échappé belle !» Puis, peu à peu, le ciel redevint serein. Le soleil brilla de nouveau et la mer retrouva son calme. Pinocchio enleva alors ses vêtements pour les faire sécher
et inspecta l'immense étendue maritime pour tenter d'apercevoir une minuscule embarcation avec un petit homme dedans. Mais il eut beau chercher, il ne voyait rien d'autre que le ciel, l'océan et quelques voiles de bateaux si éloignés qu'ils n'étaient pas plus gros qu'une mouche. « Si au moins je savais comment se nomme cette île, se disait-il. Si au moins j'étais sûr qu'elle était habitée par des gens civilisés, je veux dire par des gens qui n'ont pas la mauvaise habitude de pendre les enfants aux branches des arbres. Mais à qui le demander? À qui s'il n'y a personne ?» À la pensée de se retrouver complètement seul dans un pays déserté, toute la tristesse du monde lui tomba dessus, et il était sur le point de pleurer, quand soudain, il vit passer à quelques encablures du rivage un gros poisson qui vaquait tranquillement à ses affaires. Ne connaissant pas son nom, la marionnette s'adressa à lui en ces termes. « Eh, monsieur le poisson, pourrais-je vous dire un mot ?»« Même deux, » répondit le poisson, qui en fait était un dauphin très aimable, comme on en trouve peu dans n'importe quelle mer du globe. « Pourriez-vous me dire si dans cette île il y a des villages où l'on puisse manger sans prendre le risque d'être mangé ?»« Certainement, » répondit le dauphin. « Tu en trouveras même un non loin d'ici. »« Comment on y va ?»« Tu prends ce sentier, là sur ta gauche, et tu marches tout droit. Tu ne peux pas te tromper. » Autre chose, vous qui passez vos jours et vos nuits à sillonner l'océan, n'auriez-vous pas croisé par hasard une chaloupe avec mon papa dedans ? Qui donc est ton papa ? Oh, c'est le meilleur papa du monde. Comme moi, je suis le plus sale gosse qui puisse exister. Avec la tempête de cette nuit, la chaloupe a dû sombrer. Et mon papa ? Ton papa, à cette heure, aura sans doute été avalé par un redoutable requin qui sème terreur et désolation dans les eaux de cette île. Ce requin, il est vraiment grand ? S'enquit Pinocchio qui commençait à trembler. S'il est grand, répliqua le dauphin. Pour t'en faire une idée, je te dirai qu'il est plus grand qu'un immeuble de 5 étages, et que dans sa gueule pourrait passer un train entier avec sa locomotive. « Mamma mia !» gémit la marionnette, effrayée. Pinocchio se rhabilla à toute vitesse et remercia le dauphin. « Adieu, monsieur le poisson. Excusez le dérangement et merci 1000 fois pour votre courtoisie. » Puis, sans attendre, il s'engagea sur le sentier à pas vif, si vif qu'il courait presque. Mais à chaque bruit, il se retournait, afin de vérifier qu'il n'était pas suivi par le terrible requin, grand comme une maison de 5 étages et avec un train entier dans la gueule. Après une demi-heure de marche, il arriva dans un petit village nommé le village des abeilles industrieuses. Les rues étaient sillonnées de gens qui couraient dans tous les sens et qui avaient tous quelque chose à faire. On avait beau chercher, on ne voyait ni oisif ni vagabond. « J'ai compris », conclut immédiatement ce paresseux de Pinocchio. « Ce pays n'est pas pour moi. Moi, je ne suis pas né pour travailler. » Mais en même temps, la faim le tourmentait, car il n'avait rien mangé depuis 24 heures, pas même un plat de vesse. Que faire ? Pour cesser de jeûner, il avait le choix entre chercher un peu de travail ou alors mendier quelques sous ou un morceau de pain. Mendier lui faisait honte, car son papa lui avait enseigné que seuls les vieillards et les infirmes avaient le droit de demander l'aumône. Les vrais pauvres, méritant assistance et compassion, étaient uniquement ceux qui, trop âgés ou trop malades, ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins en travaillant de leurs propres mains. Tous les autres devaient travailler, et s'ils souffraient de la faim, parce qu'ils ne faisaient rien, tant pis pour eux. À ce moment-là, passa dans la rue un homme transpirant et haletant, qui tirait à grande peine 2 charrettes de charbon. Pinocchio, jugeant sa physionomie avenante, l'accosta et lui demanda d'une petite voix tout en baissant les yeux. « Me feriez-vous la charité d'un petit sou, car je meurs de faim ?»« Ce n'est pas 1 mais 4 sous que je te donnerai, » répondit le charbonnier, « si tu m'aides à tirer ces charrettes jusque chez moi. »« Quelle idée !» répliqua la marionnette offensée. « Sachez pour votre gouverne que je ne suis pas une bête de somme et que je n'ai jamais été attelée à une charrette. »« Tant mieux pour toi. Dans ce cas, mon garçon, si tu meurs vraiment de faim, mange donc 2 belles tranches de ton superbe orgueil et prends bien garde de ne pas attraper une indigestion. » 2 minutes plus tard, c'est un maçon qui passait, en portant sur l'épaule un sac de chaux. « Mon bon monsieur, feriez-vous l'aumône d'un sou à un pauvre garçon qui bâille tellement il a faim ?» supplia Pinocchio. « Bien volontiers, » lui répondit le maçon. « Je te donnerai même 5 sous si tu m'aides à porter ce sac. »« Mais la chaux c'est très lourd, » fit remarquer Pinocchio, « et je ne veux pas me fatiguer. »« Si tu ne veux pas te fatiguer, mon garçon,
Alors amuse-toi à bâiller et grand bien te fasse. » Ainsi passèrent en moins d'une demi-heure une vingtaine de personnes, à qui la marionnette demanda l'aumône. Toutes lui répondirent : « Tu n'as pas honte ? Au lieu de traîner dans la rue, cherche plutôt du travail et apprends à gagner ta vie. » Finalement apparut une sympathique jeune femme qui portait 2 jarres pleines d'eau. « Bonne dame, accepteriez-vous que je boive une gorgée d'eau à l'une de vos cruches ?» quémanda Pinocchio, dont la gorge brûlait, asséchée par la soif. « Bois, mon garçon, lui dit la jeune femme en posant son fardeau à terre. Pinocchio but comme une éponge, puis murmura tout en s'essuyant la bouche : « Maintenant je n'ai plus soif, mais comment faire pour ne plus avoir faim ?» La gentille dame, entendant ces paroles, s'empressa de dire : « Si tu m'aides à porter l'une de ces jarres, je te donnerai un bon morceau de pain, quand nous serons arrivés à la maison. » Pinocchio regarda sans répondre la grande cruche. « Et avec le pain, je te servirai un plat de chou-fleur à la vinaigrette, » ajouta la jeune femme. Pinocchio jeta un autre coup d'œil sur la cruche, mais sans se décider. « Et après le chou-fleur, tu auras droit à une dragée fourrée au rossolis. » La perspective d'une telle friandise eut raison de la résistance de la marionnette, qui, s'armant de courage, se décida. « D'accord, je porterai l'une de ces cruches jusque chez vous. » Elle était fort lourde, et Pinocchio n'eut pas la force de la porter à bout de bras. Il se résigna à la poser sur sa tête. Une fois arrivée, la gentille jeune femme fit asseoir Pinocchio à une petite table, qui était déjà mise, et disposa devant lui le pain, le chou-fleur et la dragée au rossolis. Pinocchio ne mangea pas, il dévora. Son estomac était aussi vide qu'un quartier déserté par ses habitants depuis des lustres. Les morsures de la faim se calmant, il releva alors la tête pour remercier sa bienfaitrice. Mais il l'avait à peine dévisagée qu'il poussa un long « Oh !» de stupéfaction et en resta médusé, les yeux écarquillés, la fourchette en l'air et la bouche pleine de chou-fleur. « Qu'est-ce qui me vaut tant d'étonnement ?» interrogea la jeune femme en riant. « Vous êtes, » balbutia Pinocchio, « mais vous êtes… Comme vous les ressemblez, je me rappelle bien, oui, oui, les mêmes yeux, les mêmes cheveux, oui, oui, des cheveux bleu nuit comme les siens. Oh, ma chère petite fée, ma fée à moi, dites-moi que c'est vous, que c'est vraiment vous. Ne me faites plus pleurer. Si vous saviez comme j'ai pleuré, j'ai tant pleuré. » En disant cela, et tout en pleurant à chaudes larmes, Pinocchio se jeta à terre et enserra de ses bras les genoux de la mystérieuse jeune femme.